Bonjour à tous, ravi d'être ici. Donc, on a parlé d'attractivité, quelques chiffres maintenant autour des sujets de la formation et de la rétention des talents. Donc, on l'a dit, on est dans un secteur très volatile. Il y a une étude chez LinkedIn qui est parue en début d'année 2024 et qui dit sur l'ensemble de la France qu'il y a quand même un professionnel sur deux qui envisagent de changer d'emploi cette année. Et les professionnels du recrutement, on en a beaucoup dans la salle, je pense, s'attendent eux aussi, pour la plus grosse majorité d'entre eux, à voir des niveaux d'attrition qui vont continuer à augmenter au sein de leurs équipes. Donc, dans ce contexte, on a parlé dans la précédente table ronde de beaucoup de sujets, et notamment du sujet des compétences. Et donc, nous, on pense chez LinkedIn qu'effectivement, c'est un dû aujourd'hui pour les entreprises de créer ce cercle plus vertueux autour des compétences, et ce, tout au long du processus RH, à commencer par le recrutement. Alors, en effet, il y a un vrai sujet de dynamisation et surtout de diversification des viviers. Les compétences, aujourd'hui, sont absolument clés pour le sourcing de nouveaux types de talents. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de regarder uniquement les diplômes, les expériences passées. Il faut regarder beaucoup plus les compétences, comme celles, par exemple, qui sont renseignées effectivement par l'ensemble des membres sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est plutôt en bonne voie puisque en France, il y a à peu près un recruteur sur deux qui utilise déjà ce filtre pour ses recherches et on a des études aussi qui montrent qu'en France également, par ce biais-là, on pourrait, dans certains secteurs, multiplier le vivier de talents jusqu'à 10 dans certains cas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je pense que la prochaine table ronde va pas mal en parler, le sujet de la formation. Donc on a aujourd'hui une étude qui dit qu'il y a un Français sur 3 qui pense que son employeur actuel ne le prépare pas suffisamment aux défis à venir. Donc on le voit aussi sur notre plateforme, on a 70% des membres qui disent qu'ils veulent apprendre et en continu. Et d'ailleurs, la plateforme LinkedIn Learning a continué d'exploser en termes de nombre d'apprenants en France. Donc c'est plus une option aujourd'hui. Il faut accompagner les talents dans le développement de leurs compétences et notamment pour, la table ronde précédente en a parlé, pour accompagner aussi sur des parcours qui, on le voit, sont de moins en moins linéaires. Donc plus diversifiés, alors pas encore tellement dans notre secteur, mais tout l'enjeu effectivement des managers de proximité, c'est arriver à identifier ces points de compétence sur lesquels appuyer pour offrir des opportunités un peu différentes aux salariés. Alors oui, les compétences, c'est super, encore faut-il identifier sur lesquelles il faut davantage appuyer dans les prochains mois. Donc on a regardé vraiment sur notre secteur, donc les entreprises représentées dans cette salle aujourd'hui, ce que les membres mettaient le plus dans leur profil sur la plateforme LinkedIn, évidemment. Et donc, on voit que, sans grosse surprise, on est toujours sur des skills dits hard skills, donc des métiers d'expertise. Donc, on retrouve évidemment stratégie numérique, publicité, etc. Donc, assez classiquement. Or, quand on regarde du côté des recruteurs, donc du monde professionnel, quand on regarde les compétences que eux mettent en avant dans leurs offres d'emploi, et donc celles qui sont davantage requises, et bien là, on est complètement sur des sujets de soft skills, et là encore, un sujet qui a été un petit peu abordé précédemment. Donc il y a vraiment un gap important entre ce que les membres renseignent et a priori ce que les entreprises attendent davantage. Alors, on a un outil qui s'appelle LinkedIn Talent Insight, auquel certainement certains d'entre vous ont accès. C'est une observation qu'on fait de manière assez régulière dans plusieurs secteurs, mais je pense que c'est assez marquant dans le nôtre. Donc voilà, donc on a encore du chemin à faire, mais je vous souhaite une très bonne table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maëlys pour cet éclairage. Place désormais à la deuxième table ronde, fidéliser, manager. Quel est le challenge managérial actuel avec la diversité, la volatilité des métiers et des expertises, l'inflation et la compétition des talents? Comment fidéliser, faire grandir et accompagner les profils d'hier et de demain? Un vaste et beau sujet. Pour animer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène François Quérel, directeur de la rédaction de The Media Leader, qui animera cet échange, ainsi que Jean Muller, JC Deco, Corinne Mrigen du groupe Les Échos Le Parisien, Caroline Moelle d'Avas, Anne-Sophie Krug de BG Group et Agnès Alazar-Roule de Maria School. Excellente table ronde à vous.
Eh ben, merci à tous. Bienvenue dans cette deuxième table ronde. Attirer les talents, c'est bien. Les fidéliser, c'est encore mieux. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors de la génération Y et génération Z, on va beaucoup en parler puisque ils sont très nombreux dans vos différentes équipes. On parle même bientôt de l'arrivée de la génération Alpha. Alors il paraît qu'on n'est pas très d'accord sur le nom de la prochaine génération, mais on parle de la génération Alpha. On voit qu'il y a quand même des nouvelles attentes. Plus de sens, plus de responsabilité, quel impact j'ai dans mes missions. En tout cas, les agences médias, on le verra dans un instant, et même le monde, l'industrie des médias doivent se réinventer, faire grandir, accompagner dans un contexte de volatilité des talents. On verra que le Covid a beaucoup changé les choses. On va parler de télétravail, le numérique aussi qui a profondément changé la sphère privée, qui a profondément modifié la sphère privée, la sphère professionnelle qui aujourd'hui se confondent. J'ai une étude de Kantar Media qui a été commandée pour l'UDECAM, qui nous parle d'une vraie appétence, on le voit, des générations Y et Z pour le télétravail. Il s'estime plus efficace, ce sera une des thématiques intéressantes. En tout cas, la question à laquelle on va essayer de répondre maintenant, c'est celle posée tout à l'heure par Pierre-Line Grandemange d'Origami. Qu'est-ce qui pourrait les faire rester? On verra ça dans un instant. D'abord, je vais me diriger vers Agnès Salazaroul, cofondatrice de Maria Schools. Mais avec toi, je vais parler de ta précédente expérience, parce que tu me parleras de ton école dans un instant, école de formation, Maria School pour Maria Montessori. Montessori qu'on ne présente plus. Je vais juste t'interroger sur ton expérience d'eau féminin, parce que tu as été cofondatrice de ce pure player pionnier, on va dire, qui a été un carton absolu. J'ai remarqué en préparant, en échangeant avec toi, que tu me parlais, pour définir ton expérience avec tes équipes de féminin, j'ai retenu des mots-clés, plaisir, optimisme, culture de l'apprenant. Est-ce que tu peux m'en parler? Puisque c'était peut-être extrêmement moderne à l'époque de parler de ça. Bonjour à tous. Merci, je suis très heureuse d'être là, de revenir à l'UDECAM. D'abord, je ne suis pas du tout la cofondatrice d'Au Féminin, c'est Anne-Sophie Pastel, mais il faut rendre son crédit à Anne-Sophie. J'ai été directrice générale pendant une dizaine d'années. Et c'est vrai que chez Au Féminin, on était dans un marché difficile. Petit acteur, même si un peu leader sur son segment des femmes, où on était obligé d'être dans une réinvention perpétuelle de nos métiers sous peine de mourir un peu tous les 2 ans. Donc dans ce contexte où il fallait réinventer le business model tous les 2 ans, évidemment, on était très, très tourné vers un esprit de conquête et un esprit d'innovation. Et en termes de culture managériale, c'est vrai que ça a forgé des convictions fortes. Pour moi, la première, c'est qu'on s'amusait énormément. On prenait énormément de plaisir. On riait tous les jours. Et en fait, avoir cette implication dans son métier, dans son travail, donc être à fond, en clair, en fait, ça rend performant et heureux. Et c'est vrai que c'est ce drive, en fait, qui, quand on a conscience de l'impact qu'on a tous les jours, quand on a vraiment conscience qu'en fait, son travail, sa contribution, elle a de la valeur, elle crée quelque chose de positif, et ben, en fait, on est très impliqué, on est heureux et on est performant en même temps. Donc, c'est vraiment une conviction très, très forte que oui, en fait, c'est possible de s'amuser en travaillant, c'est possible d'aimer son travail, vraiment, et c'est peut-être pas très populaire mais de dire ça, mais en fait, c'est vraiment une conviction très, très forte. Et donc, voilà, Pourquoi ce serait pas très populaire? Parce que travailler beaucoup... Être heureux, c'est pas être... Ah, si, être heureux, c'est très populaire, mais on comprend que travailler beaucoup, sous-entendu énormément d'heures. En fait, on n'est pas obligé de travailler énormément d'heures pour travailler avec énormément d'implication. Mais ça a changé. La gène alpha qui va arriver ne voudra pas travailler énormément d'heures. Comme nous, par exemple. Je pense qu'elle est quand même à la recherche d'énormément d'implication, et ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire de sens, de pourquoi je suis là, à quoi je contribue, à quoi je sers. Et avec cette idée de prendre beaucoup de plaisir, il y a évidemment l'idée que l'optimisme est devenu en fait une compétence de leadership essentielle, parce que c'est dur. Voilà, c'est dur. Donc si on ne porte pas un regard qui est positif, qui est joyeux, qui est confiant dans l'avenir, dans les difficultés du quotidien, en fait c'est quand même très difficile d'emmener les gens un peu avec soi. Et puis la dernière, oui, cette troisième connexion, c'est peut-être que effectivement la culture du sachant, c'est fini. Et aujourd'hui, enfin, beaucoup, on a l'impression que sous prétexte qu'on est le manager, le chef, le directeur, on est censé savoir. Ben non, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Le monde est de plus en plus incertain. Et en fait, c'est cette posture de vulnérabilité, qui est une posture basse, qui est la posture aujourd'hui
des managers qui, en fait, sont plus proches de leurs équipes parce qu'ils sont OK pour dire qu'en fait, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. La verticalité, c'est fini, c'est de l'horizontalité, c'est-à-dire Même, finalement, le manager, il doit se mettre au niveau... C'est même pire que ça, c'est en dessous, en fait, de ces équipes. Le manager, il est là pour faire grandir, pour faire monter les autres, pour permettre que les autres réussissent. C'est pas lui qui sait et qui impose et qui dirige. On a vu tout à l'heure que manager, ce n'était pas un métier finalement. Alors des fois, on nous dit, je vais vous interroger là-dessus, mais on nous dit, tu veux gagner en salaire, il va falloir manager des gens, tu veux progresser, il va falloir manager obligatoirement. C'est une fin en soi, toi, qui forme les managers. C'est-à-dire, est-ce que c'est un métier d'abord, être manager ? Moi, je pense que c'est un métier, je pense que ça s'apprend, je pense que c'est un métier qui est difficile, c'est un métier dans lequel on est très seul, et en particulier aujourd'hui où on est entre le marteau et l'enclume, entre la direction qui demande de plus en plus et les collaborateurs qui demandent aussi de plus en plus, c'est super compliqué. Mais pour en fait y arriver, c'est sûr qu'il y a des clés. Après, on se forme, hein, ça s'apprend. Il y a des outils, il y a des techniques. Par exemple, on parlait tout à l'heure de donner du sens. Ça veut dire quoi, donner du sens tous les jours à des équipes ? Peut-être ça veut dire commencer toutes ces réunions d'équipe par répondre à pourquoi. Pourquoi on est là ? Pourquoi on est tous là aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on a cette réunion ? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? À quoi ça sert ? Et finalement, ça permet d'ajuster tout le monde. Le collectif, il a compris que on est tous là pour ça, voilà ce à quoi on contribue. Alors, je vais faire un petit tour de table pour vous demander juste, pour vous, là aujourd'hui, manager, fidéliser, c'est... Allez, en quelques mots, c'est quoi les challenges aujourd'hui en 2024 ? Je vais démarrer avec Anne-Sophie Krug de chez Biggie. Pour toi, c'est quoi le challenge actuel aujourd'hui par rapport à ce que vient de dire à l'instant Agnès ? Je pense que c'est un peu... je suis à 2000% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je pense que le challenge, c'est donner envie en fait à chacun de s'épanouir dans ce qu'il fait et effectivement d'avoir beaucoup de plaisir dans son métier. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que parfois on fait des choses qui sont pas tous les jours rigolotes, mais je pense qu'avoir la capacité en tant que manager de créer un collectif qui fait qu'on vient, Marianne le disait, avec le sourire le matin et qu'on a envie de s'éclater. Tu disais Agnès qu'on rit beaucoup avec ses collègues. Je pense que c'est déjà un beau challenge de manager. En tout cas, on s'y efforce. On s'y efforce parce que ça donne du sens. Et puis manager ou pas, en fait, en vrai, à l'intérieur, on est aussi un humain et on a aussi envie de ça, en fait. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de assez vertueux de créer cette envie, ce réenchantement. On est dans des métiers passionnants, en plus. Donc, c'est tout de même super plus facile de réenchanter l'expérience de nos métiers que d'autres industries qui sont plus complexes. Donc, mettons en avant tous ces pourquoi qui font le sel et le sens de nos métiers, et je pense que c'est déjà pas mal. Après, effectivement, je trouve que c'est très challengeant, notamment pour notre génération de managers, parce qu'on arrive avec des codes qui sont bousculés dans le bon sens par les nouvelles générations. Alors, je pense que si je peux me permettre, contrairement à les nouvelles générations sont travailleuses, sont motivées. En revanche, elles veulent plus faire des tâches sans savoir pourquoi elles les font. Elles veulent plus courir pour courir. Mais en revanche, moi, je le vois avec les nouvelles générations et même avec mes enfants, en fait, quand elles sont sur un projet qui les botte, mais elles débottent, mais des trucs, même des trucs que moi je sais pas faire, en fait. Et elles trouvent les solutions et elles vont chercher l'information. Donc, je pense qu'il faut pas qu'on soit trop caricaturaux et que nous, managers plutôt cinquantenaires, justement, on accepte d'être bousculés, un peu ce que tu disais, Agnès. Alors, je pense qu'on doit tout de même, malgré tout, éclairer et puis transmettre aussi ce qu'on sait. On va en parler dans un instant. Mais en tout cas, il y a un sujet de positivement se faire bousculer et je trouve que c'est super. Ouais, d'ailleurs, l'IA, on en parlera après, comment ça peut transformer nos métiers. Ce sera la table ronde suivante, donc restez évidemment. Corinne, un mot justement sur les challenges actuels. Alors toi, tu es également Shift Impact Officer, en plus d'être DG de ta structure. Aujourd'hui, c'est quoi, en quelques mots, les challenges pour toi ? Alors, moi, sur la question de redonner du sens, parce que moi, ce qui me fait peur dans ce genre de table ronde, c'est qu'on est tous toujours d'accord pour se dire qu'il faut que les gens s'épanouissent, qu'on soit attentifs, qu'on dialogue. Donc, en fait, le problème, c'est pourquoi aujourd'hui, ça ne marche pas, en fait. Pourquoi aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter dans nos métiers. Alors, je ne parle même pas de la publicité, là, je parle même dans les grands groupes médias. Donc, moi, je parlais d'un groupe média comme le nôtre, le groupe Les Écoles Parisiens. Moi, j'ai l'impression que derrière l'expression redonner du sens, qui est éminemment important, ça a été dit, on est tous d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire redonner du sens, en fait ? La première chose, je pense, c'est que derrière redonner du sens, il y a redonner du sens sur
tu l'as dit, sur le pourquoi d'une entreprise. C'est quoi la mission d'une entreprise? Mais au-delà de quand on se réunit, on se dit pourquoi on est là, hein, mais c'est quoi la mission d'une entreprise? Les médias, c'est financer la démocratie aussi. Alors, oui, voilà. une entreprise, Alors, les médias, là l'industrie. aussi, il faut être un peu précis. Bon, moi, je parlais de ce que je connais bien, les médias d'information. Les médias d'information, leur mission, leur fonction. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui émergent de plus en plus des entreprises qui publient leur raison d'être, quand ils deviennent notamment société à mission, mais pas seulement. Donc nous, par exemple, on a publié notre raison d'être, favoriser l'émergence d'une société responsable en informant, mobilisant, accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. On colle de manière on clarifie de manière très précise le pourquoi les gens viennent. Alors les journalistes, pourquoi ils écrivent globalement, et puis tous ceux qui ne sont pas que journalistes, parce que dans un groupe avec 1600 collaborateurs, il y a 700 journalistes, mais donc il y a tous les autres qui ne sont pas journalistes. Et comment on le traduit dans le quotidien quand on écrit sa raison d'être? Il y a cette raison d'être, d'accord, et le fait de réhabiliter et de réaffirmer cette fonction-là. Donc ça, je crois que c'est vachement important. Donc typiquement, comment ça se concrétise? Mais même, je vais passer le message aussi ici à l'interne, hein, comment ça se concrétise pour nous tous? Pour nous, mais pour vous tous. Typiquement, moi, sur la question de l'attractivité pour des groupes comme les nôtres, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai démarré, c'était plutôt glam d'aller rejoindre un groupe média. En tant que journaliste, un grand groupe média avec des belles marques médias, c'était bien. Puis alors la pub, c'était plutôt créatif, ça a été dit tout à l'heure, c'était top, ok. Puis après, il y a une autre époque, qui est plutôt l'époque qui tend jusqu'à aujourd'hui, qui consistait à se dire, en fait, non, ce qui est glam, c'est les plateformes, les grandes plateformes. La data, on en parlait tout à l'heure, on est passé de la création à la data. Ouais. C'est, bon, je ne vais pas les citer, mais les grandes plateformes, c'est hyper c'est les usages, c'est le numérique, c'est super excitant, super stimulant. Et puis là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un tipping point, je ne sais pas comment il faut dire, mais il y a une étape qui est en train d'être franchie, qui consiste à se dire, attention, en fait, et je rebondis sur la question de la raison d'être, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les plateformes, elles ont apporté quoi? Elles ont apporté plein de choses, mais elles ont apporté de l'expérience utilisateur, elles ont apporté de la navigation. Je fais référence à quelques messages qui ont été échangés sur LinkedIn, notamment par mon camarade Philippe, qui est au premier rang, avec des interlocuteurs dans la salle. En fait, avec les plateformes numériques, on a fini par confondre, on a fini par se dire Hugo Décrypte, j'ai beaucoup de respect pour Hugo Décrypte, c'est pareil que Dominique Seux. Bon, je suis désolée de vous le dire, mais Dominique Seux, c'est pas Hugo Décrypte. Et avec tout le respect que j'ai pour Hugo Décrypte. Un jour, Hugo Décrypte sera peut-être Dominique Seux d'ailleurs. Hein. Alors peut-être, mais en tout cas aujourd'hui, faut pas l'ignorer. Non, mais il faut pas l'ignorer. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les plateformes numériques, elles ont apporté des choses formidables en matière d'expérience utilisateur, expérience de navigation, formidable, et c'est très important. Mais c'est un moyen. Nous, notre raison d'être, notre fonction, nous, et puis d'autres, hein, je vois Marianne devant, je vois Philippe devant, et il y en a d'autres qui ne sont pas là, mais nous, notre fonction, c'est de donner des billes de compréhension et de décryptage du monde au grand public, et de façon assez accessible, d'où le fait que la publicité permet de financer aussi ces contenus. Donc ça, c'est une raison d'être, et il y a plein d'autres raisons d'être, là je vous parle de ce que je connais moi, mais là aussi, c'est pour ça que je dis attention de ne pas finir par se dire tous qu'on est tous dans un pays bisounours où tout va très bien. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième élément qui est important, il me semble, c'est les conditions à réunir pour qu'on participe et qu'on contribue à cette raison d'être. Comment ça se passe très très concrètement? Donc comment se passe la formation très concrètement? Comment ça se passe en termes de formation? Comment ça se passe? Tout à l'heure tu disais le manager il n'est même pas au-dessus, il n'est pas au niveau, il est en dessous. Bon. Moi, pardon, mais là, par contre, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, là, je pense qu'un manager, il doit dialoguer, il doit écouter, il doit valoriser, il doit faire progresser, ça c'est super important, faire progresser les collaboratrices, les collaborateurs. C'est pour ça que le mot talent, d'ailleurs, me pose un problème sur l'absence de notion d'évolution. Il y a plus l'accent sur la ressource rare que sur la Puis tout le monde n'en a pas du talent, d'ailleurs. Hein. Bon, mais au-delà de ça, moi, je pense que tout le monde, en tout cas, non, tout le monde peut évoluer. Tout le monde peut s'améliorer, tout le monde peut évoluer, tout le monde peut s'améliorer. Et l'entreprise, c'est un lieu dans lequel on doit réunir les conditions pour faire en sorte que les collaborateurs évoluent, progressent, s'épanouissent. C'est le rôle modèle du manager, c'est ça aussi important? Oui, mais pour autant, le manager,
aussi, il doit arbitrer, il doit décider, il doit prendre des décisions parfois qui ne sont pas très sympathiques parce qu'il y va de la pérennité. Donc, il faut aussi le dire, ça. C'est-à-dire qu'en fait, le manager, il a aussi cette responsabilité-là. En fait, on a tous des PNL, ou alors, je ne sais pas, moi, subitement, il y a un truc qui a bougé autour de nous, mais on a tous des PNL, on nous le répète toute la journée, nous, médias, notamment dans les régies publicitaires. Donc, voilà, donc il faut quand même que la machine, elle tourne. Donc, voilà. Redonner de l'attractivité au métier de commercial, je vais revenir un cran en dessous avec toi, Jean. Chez JC Decaux, comment on travaille? Alors, je sais par exemple que tu me disais en préparant que vous étiez intervenu dans un master de pub il y a quelques semaines et 80% des questions portaient sur la RSE. Alors, ça concerne la communication extérieure uniquement ou Oui, je vais d'abord, si tu veux bien, faire une transition entre la table ronde 1 et la table ronde 2, et puis essayer finalement, c'est ça la force des rencontres de l'UDECAM. C'est évidemment, on a tous des enjeux respectifs dans nos entreprises, mais on a aussi des enjeux collectifs dans l'industrie des médias et de la communication. Et je pense qu'on a un double enjeu en matière de talent. C'est effectivement, de mieux faire connaître nos métiers. Et on l'a vu dans la table ronde précédente, il y a un déficit de connaissance de nos métiers. Et paradoxalement, quand les gens intègrent nos entreprises, plutôt ici épanouissent et ici plaisent. Et on a un deuxième enjeu là un peu plus spécifique, mais qui est aussi transversal, c'est qu'on a l'enjeu de recruter des commerciaux. Et les commerciaux, on en a beaucoup en agence média, en agence de publicité et évidemment dans les régies publicitaires. Là, je voudrais vous donner quelques chiffres. Il y a 600 000 offres dans la fonction commerciale qui ont été publiées en 2023. Et chaque année en France, il y a 150 000 postes de commerciaux non pourvus. Donc là, je prends ma casquette de président des dirigeants commerciaux de France et je vous dis que le problème, il est présent, mais il va aussi s'accentuer dans les années à venir, puisque à échéance, à horizon 2030, les cadres technico-commerciaux et les cadres commerciaux vont être dans le top 7 des métiers qui vont le plus recruter et qui vont être le plus des métiers en tension. Donc on a cet enjeu à la fois de mieux faire connaître la mission et la raison d'être de notre industrie en général et d'être en capacité de recruter des commerciaux. Alors maintenant, les recruter, c'est difficile. Et puis ensuite, il y a le sujet effectivement de la fidélisation. Et le sujet de la fidélisation, c'est vrai que quand on arrive à développer le sentiment d'appartenance, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc je vais un peu insister sur ce fameux sense of belonging. C'est vrai que quand on est une entreprise familiale, c'est un peu plus facile. C'est différent, ça, parce que c'est intéressant, vous êtes tous sur des structures très différentes. JC Decaux, c'est vraiment la culture en tout cas, globalement, avec le nom du fondateur. Ça, c'est important dans la fidélisation. Globalement, statistiquement, les entreprises familiales ont moins de turnover que les autres. Donc ça, c'est un fait. Donc c'est aussi le cas chez JC Decaux. La greffe, elle a quelquefois du mal à prendre, mais quand elle prend, les gens restent très très longtemps et on est nombreux à en témoigner. C'est vraiment cette culture de... Oui, parce qu'il y a des valeurs fortes et les valeurs, elles sont incarnées au quotidien. Elles sont incarnées au quotidien par la proximité avec les actionnaires, par le mythe du fondateur, par les rites et par les rituels. Donc effectivement, ça donne du sens. Et quelqu'un dit tout à l'heure qu'il fallait mesurer. Donc nous, on mesure l'attachement et l'engagement des collaborateurs. Et quand on le compare avec les études globales, l'étude de Nocom, elle met en avant à la fois les attentes et les défiances en matière de relations au travail. Et les résultats de notre étude interne qu'on a menée en juin 2023, on a 95% des collaborateurs qui ont cette fierté d'appartenance et 89% qui se sentent bien. Et se sentir bien, effectivement, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est des éléments qui sont importants. Et juste pour finir, une initiative que j'ai eu la chance, que j'ai la chance toujours de mener depuis 2020 chez JC Decaux, pour réunir un peu ces deux enjeux, à la fois d'attractivité dans les métiers et de fidélisation, dans un groupe qui est présent dans 83 pays, mais qui est extrêmement décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction commerciale transversale, il n'y a pas de fonction même marketing transversale. Eh bien, on a créé The Sales Intelligence Hub pour créer la communauté des managers commerciaux chez JC Decaux. Et on a formé jusqu'à présent plus de 3000 collaborateurs commerciaux dans 55 pays et près de 400 managers commerciaux sur un process de vente, un process management et la dimension de coaching, c'est-à-dire la capacité à rendre des collaborateurs
plus performant. C'est-à-dire en créant un process management à la fois pour justement être en capacité d'attirer, mais aussi de fidéliser les collaborateurs et les collaborateurs commerciaux. Alors Caroline, chez Havas, en préparant, tu me disais que vous voulez faire de la culture apprenante le moteur de la culture d'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? En fait, ça part du constat que je pense que notre plus gros défi, c'est aussi notre plus grande force. Notre plus gros défi, c'est l'obsolescence programmée de notre métier. Je pense qu'on fait partie dans l'industrie des agences médias des métiers qui peuvent tous les ans disparaître, une révolution en chassant une autre. On en a cité quelques-unes, la data, le digital, l'IA demain. Donc une agence à l'épreuve du temps, c'est une agence qui doit donner à ses collaborateurs les armes pour apprendre, comprendre, mettre en mouvement un petit peu les grandes solutions que nos clients annonceurs demandent pour répondre en réponse à ces mouvements tectoniques. Donc face à ce défi, on est obligé, nous dirigeants d'agence, de mettre en mouvement et cette dynamique de culture qui n'est pas une culture du sachant, mais vraiment où chacun, en étant acteur de sa formation, est aussi acteur de la formation d'un collectif. Et de rendre quelque part un peu perméables les silos qui sont indissociables d'une organisation qui a la taille d'une agence comme Havas Media, pour s'assurer qu'on donne ce goût et cette curiosité d'esprit à des gens qui sont rentrés dans l'agence par la porte du conseil, mais qui finalement se rendent compte que le métier de conseil devient de plus en plus poreux avec le métier d'expertise, parce que les clients n'attendent plus d'avoir des conseils qui sont que des conseils et qui ensuite passent les plats derrière l'expertise. De la même manière, des gens qui sont rentrés à l'expertise, le poids du digital devenant tel qu'ils passent quelque part du côté du conseil, et ces frontières sont de plus en plus poreuses. Donc cette décision donc ça se traduit concrètement par la banalisation des vendredis matins qui sont dédiés à la formation et à la mise en place de notre programme. Tout le monde joue le jeu ? Tout le monde joue le jeu sous réserve. Parce que des fois, c'est un peu facile de se faire emporter par le quotidien aussi. Bon, on est très réaliste. On a des aléas clients, des aléas de campagne font que c'est pas systématique. Mais néanmoins, il n'y a pas de rituels internes qui sont programmés ces vendredis matins. Et surtout, on a fait passer le mot à nos clients. Donc avec Marion-Anne, on a circularisé l'ensemble de nos clients en leur demandant autant que possible de ne pas mettre de réunion les vendredis matins. Et ça marche, ça, parce que c'était assez intéressant, les réponses de nos clients qui trouvaient ça vachement intéressant, qui se posaient la question de faire la même chose chez eux. Et en fait, ça a donné le courage à nos équipes, ou en tout cas, ça a donné confiance à nos équipes pour se libérer. Quelque part, ils s'étaient... eux qui pouvaient être complexés à l'idée de se dire non, vendredi matin, je vais refuser une réunion d'un client parce que je veux participer au programme Agence Apprenante. Le fait que ce soit nous qui ayons informé les clients de cette initiative. Même s'il y a le pitch à préparer, il faut le rendre avant le vendredi midi, on n'a pas terminé. Les pitchs, c'est autre chose que les clients. Il y a toujours la vraie vie et la vie des pitchs. Mais pour ce qui est de... C'est la réalité d'une agence média aussi. Tout à fait. Mais 80% du temps, c'est quand même du client. Ouais. Donc voilà, et ça rejoint un petit peu un point sur le rôle du manager. Je pense que le manager, on a parlé de formation. Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est pas un métier? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être formé pour devenir manager. Mais il y a une autre composante qui est le sujet de l'exemplarité. Et à un moment donné, si... nous, en tant qu'à la fois à la direction, mais grands managers de l'agence, ne sommes pas capables d'avoir le courage de poser des discussions difficiles avec les clients et demander à des clients de ne pas mettre de réunion les vendredis matins. Ce n'était pas la démarche la plus intuitive qu'on peut avoir envie de faire si on veut avoir des discussions faciles avec nos clients. Ça montre aussi quelque chose et ça donne aux équipes l'exemple du courage qu'il faut avoir parfois, ou simplement, on parle de courage, mais de la transparence dans les discussions qu'on a avec nos clients. Et cette transparence, le fait de ne pas avoir de tabou sur l'organisation du travail, la charge de travail. Non, les équipes ne sont pas dédiées à 110% au quotidien des clients, mais on pense à leur employabilité future, ou en tout cas à leur conversion future pour les métiers de demain. Ça a aussi de la valeur pour les clients. Et à la sphère privée aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. C'est important. Anne-Sophie, tu me disais en préparant que toi, ta vision, c'est diversifier les formats pour apprendre sur le tas. C'est ce que tu m'écrivais, les meilleurs apprentissages sont sur le tas. Tu parlais de vie ma vie. Tu peux m'en parler un peu plus ?
En fait, il y a, et je trouve que c'est un sujet qu'on oublie dans nos organisations, parce que c'est vrai qu'on parle des nouvelles générations, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup d'expérience en fait dans nos agences, d'expertise et de métier. Et un truc qu'on oublie et qu'on a oublié de valoriser, parce que pression sur les prix, pression sur la valeur, etc., c'est de laisser du temps à cette transmission, à ces apprentissages, à ces partages en fait de connaissances dans les deux sens. Il n'y a pas les sachants et ceux qui débutent. Et c'est ça que je veux dire sur cet apprentissage sur le tas. En fait, on est rentré dans des pressions. Enfin, c'est un peu la sanctuarisation de ces temps de formation comme quelque chose d'absolument mandatory et pas la cerise sur le gâteau, parce que finalement, c'est la valeur de nos métiers, c'est la valeur que les clients achètent. Et dans cette valeur, en fait, les expertises ou l'expérience plus que l'expertise est extrêmement importante. Jean, tu disais, et je sais que tu es hyper engagé dans cette transmission de ces savoir-faire, je pense qu'on a une responsabilité, et là pour le coup, Corinne, tu disais c'est bien mignon, mais des actes et des preuves. Je pense qu'en tant que manager de nos organisations, on a une responsabilité à sanctuariser cette transmission de l'expérience. Et on a oublié. La vérité, c'est qu'on a oublié en fait. Parce que vite, parce que pression sur les prix, parce que tout ça. Et si on veut changer la donne, et si on veut changer ce réenchantement avec nos organisations, eh ben, il faut qu'on transmette. Et moi, j'ai jamais vécu d'aussi beaux moments de manager que quand j'étais sincère, peut-être un peu vulnérable, et que je partageais des vraies expériences de vie, des vraies expériences passées, que ce soit des tops ou des flops, les deux. Et c'est ça qui fait la différence. Et je trouve qu'un vrai manager, aligné, c'est quelqu'un qui accepte de transmettre et de prendre du temps pour transmettre, parce que la valeur, elle est aussi dans cette expérience, et parfois on l'oublie. Mais je crois qu'on ne dit pas assez, toutes et tous, qu'on est dans des... C'est vrai qu'en matière d'attractivité et de fidélisation, qu'on est dans une industrie qui est formidable, avec une vraie utilité. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Ça imprime l'utilité, on en parlait tout à l'heure. Je sais que vous, la communication extérieure, vous avez beaucoup travaillé en disant quand il y a de la pub sur un abribus, ça permet de payer l'abribus. C'est hyper important, mais on le dit pas assez, toutes et tous. Et pourquoi nos métiers, que la publicité, c'est formidable, au moment où certains, ils sont minoritaires, mais ils parlent très très fort, considèrent que la publicité, elle est contraire à toutes les transitions. Au contraire, c'est la publicité qui va accélérer les transitions. Donc, la publicité, c'est formidable. Les médias, c'est utile, c'est formidable. Effectivement, nous, quand on communique pour essayer d'expliquer nos métiers, parce que les gens ne les connaissent pas, y compris d'ailleurs dans notre industrie. On ne connaît pas forcément l'utilité et la durabilité de nos métiers. Mais quand on explique à nos équipes ou aux candidats qu'on essaie de recruter qu'il y a 50% de notre chiffre d'affaires qui est éligible à ce qu'on appelle la taxonomie ou la taxinomie, on peut dire les deux, c'est-à-dire c'est toutes les activités économiques qui sont favorables à l'environnement. 50%, ça prouve que on est utile, on est durable. Mais nous-mêmes, on ne le dit pas assez. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne. Et je pense que collectivement, on doit mieux faire connaître nos métiers, mieux faire connaître nos missions respectives et la raison d'être de notre industrie, et dire, parce que c'est la réalité, que nos métiers sont formidables. Parce que, comme ça a été dit en introduction, on est dans du people business. Et donc, nous, bien sûr qu'on a des outils, qu'on a la technologie qui va nous aider à être plus intelligents. Mais c'est surtout que notre intelligence, notre performance, elle vient des hommes et des femmes qui composent nos équipes en agence de publicité, en agence média et dans les groupes de communication. Et on a un outil, on a un levier à notre disposition qui sont nos propres médias, et on ne les utilise pas assez pour ça. Donc moi, je lance un appel à tous mes confrères, à tout le talent créatif qu'il y a dans la salle pour que on prenne cette initiative. Parlons-en. Corinne, aux écoles parisiennes, vous mettez je reviens sur la formation. Je peux rebondir sur... Oui, je t'en prie. Voilà. Alors, moi, dans le prolongement de ce que tu dis, je propose qu'on relève 2 challenges collectifs pour tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui. Le premier challenge, puisque effectivement, je suis tout à fait d'accord, la publicité et la communication, c'est un vecteur majeur de transition de la société, de transition environnementale, sociale et sociétale. C'est évident. Et économique aussi. Et économique, bien sûr. Mais déjà, là, je suis sur le pan, c'est mon deuxième challenge. La partie économique, j'y viens. Je voulais essayer d'être un peu délicate pour ne pas parler d'argent tout de suite, mais en fait, je parle quand même d'argent, mais indirectement. Donc, le premier challenge, c'est on est tous d'accord pour se dire que la publicité est capable de changer des imaginaires, la publicité est capable de rendre désirable une société bas carbone, et c'est de ça dont on a besoin pour faire la transition massive de
notre société. Donc, si on est tous d'accord là-dessus, on est tous d'accord. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Enfin, je pense on aime tous la paix, on n'aime pas la guerre. Enfin, on est tous d'accord. Bon, donc si on est tous d'accord, tous ceux qui sont dans la salle, et majoritairement, il y a beaucoup d'agences, je crois, d'annonceurs. Oui. Voilà. Donc, massivement, ça veut dire qu'on prend un engagement collectif pour se dire comment on fait pour réfléchir de manière positive et volontariste la publicité qui encapsule dedans un message responsable. Très largement, on ne va pas rentrer dans des définitions trop compliquées, mais voilà, comment on fait pour faire ça, mais au bénéfice de tout le monde. Je ne suis pas en train de... Bon, s'il y en a un peu pour nous, je suis preneuse, mais vraiment, blague à part, moi, voilà. Donc, est-ce que les agences et les annonceurs qui sont là sont d'accord pour se dire, on prend massivement l'engagement pour flécher de manière notable et volontariste en faveur de la publicité responsable? Les annonceurs, il faut qu'ils prennent un autre engagement. Alors, les annonceurs, il faut qu'ils prennent l'engagement. Est-ce que je peux me permettre de... Il faut qu'ils prennent l'engagement. Je pourrais me terminer quand même. Il faut qu'ils prennent l'engagement. Non, mais attends, parce que je rebondis. Il faut qu'ils prennent l'engagement d'augmenter leurs honoraires. Et vous preniez l'engagement, parce qu'on a toute cette difficulté. Parce que si on veut attirer les meilleurs talents, il faut que votre marge brute augmente plus vite que vos marges opérationnelles. Et nous, il faut que notre top line, elle augmente plus vite que nos charges opérationnelles. Et donc, il faut que vos honoraires augmentent, il faut que notre coût du JRP, il augmente. Et ça, c'est la responsabilité que doivent prendre les annonceurs. Voilà. On va laisser Voilà. On va laisser finir Corinne et puis Merci. Voilà, on va poursuivre après. Merci. Merci. Le deuxième engagement, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est ce que tu as dit qui m'a donné l'envie de lancer cet appel pour des engagements tangibles. Le deuxième appel, enfin le deuxième engagement qu'on pourrait prendre collectivement, il fait suite à ce qu'on a tous vu avec sidération il y a quelques semaines. La simulation, enfin le rapport de l'Arcom qui dit que en gros la croissance des asymétries qu'on a déjà constatée dans le cadre du rapport du SRI, de l'Observatoire de l'e-pub il y a quelques semaines, et qui dit que les plateformes non européennes sont en train de continuer à prendre des parts hallucinantes au détriment des médias traditionnels sur la partie digitale, et que même sur la vidéo, sur lesquelles les acteurs nationaux, européens et nationaux, en fait, ont des propositions de valeur extrêmement conséquentes en termes de volume, en termes de qualité, en termes d'expérience utilisateur, ne s'y retrouvent pas. Le fameux moins 6% du segment display, édition display. Donc là, deuxième engagement, comment on fait très concrètement? Ça rebondit un petit peu sur ton point 1B. Comment on fait concrètement? Quels engagements on prend concrètement, nous tous, agences, annonceurs, et nous, médias, pour vous aider, pour vous accompagner, pour faire en sorte qu'on arrête avec ce moins 6%. Moins 6% dans un marché qui fait plus 9%. Enfin, ça veut dire on est en train de rentrer, et la trajectoire que trace l'Arcom, c'est que ça va être de pire en pire. Ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, les grands médias d'information n'auront plus les moyens de financer des contenus à haute valeur. Enfin, je le répète, ça veut dire... Ça, c'est un appel pour les annonceurs, plutôt. Annonceurs, agences, en fait, tous les parties prenantes. Moi, je parle à tout le monde, puisque... Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un autre engagement. Donc, on fait quoi tous ensemble? Et là, je pleurniche pas, je dis pas qu'il faut... Non, je dis que c'est le bien public, c'est d'utilité publique. Comment on fait pour faire en sorte de rééquilibrer les choses? Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter les investissements, mais concrètement, comment on fait? Ouais. Non, mais on revient sur le management, mais c'est aussi du management, Agnès, parce que pour attirer les meilleurs talents, ça a été dit aussi par notre ami de Great Place to Work, il faut aussi qu'on ait des éléments de rémunération compétitifs, et donc tout ça, c'est du management. L'économie, c'est aussi du management. Et de la formation, je pense que c'est là où, à un moment donné, ne pas laisser la formation entre les mains de tiers qui peuvent être les plateformes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont très équipées pour accompagner les agences, et elles sont très proactives pour nous donner les éléments de langage, de réassurance, qui sont indispensables, parce qu'aujourd'hui, comprendre les plateformes et leur mode de fonctionnement, c'est la seule manière de ne pas rester complètement derrière le monde qui change, mais ne pas se contenter de ce qu'ils nous offrent pour des motifs parfois d'économie, parce que c'est vrai que ça prend du temps d'investir dans un plan de formation qui nous permette de gagner en objectivité et en lecture parfois contradictoire de ce qui peut nous être donné par chacun des acteurs. C'est indispensable. Je pense que l'objectivité est le point cardinal qui fera de nous, agences médias, qui décide notre valeur d'utilité sur le marché.
Et l'exemplarité des managers qui doivent se mouiller et s'engager. Anne-Sophie. Non, je pense que le point, c'est de mettre justement ce sens et ce réenchantement de nos métiers. Et on voit à travers la discussion qu'on a un peu passionnée, qui est un peu partie sur une autre thématique qui nous passionne tous, mais le sens, en fait. Et c'est vrai que si on dit que c'est pas juste mettre des croix dans des cases et négocier des coûts, etc., mais qu'on met, et c'est ce qu'Agnès disait en introduction, le cran plus haut sur le pourquoi on fait ça et à quoi, à notre petit niveau, humblement, on peut contribuer à une société meilleure, que ce soit avec plus de services et les offres qui sont portées par les produits affichage par exemple, ou plus d'utilité même des plateformes, ou d'information, ou de divertissement, peu importe. Si on met un peu plus de sens que juste les croix dans les cases de nos métiers et médias, je pense qu'on réenchante, qu'on fidélise, qu'on emmène les générations toutes, jeunes et moins jeunes, dans un projet qui est sympa, qui est constructif, qui fait sens pour la société, et finalement qui nous donne à notre petit niveau l'envie de se lever le matin avec la banane. Ça passe aussi, on en parlait à la première table ronde, par le fait qu'il faut aller sortir du périmètre de recrutement, notamment pas forcément toujours une école de commerce, aller voir des parcours qui sont un peu différents. Je vais interroger Caroline, puisque vous avez une vision très inclusive chez Havas, justement. Là-dessus, ça passe par quoi concrètement? Parce qu'on a entendu les grands mots en disant il ne faut pas aller seulement dans les écoles de commerce, mais c'est vrai qu'au quotidien, on reçoit des CV ou on reçoit des candidatures, en tout cas, je ne sais pas si on utilise encore le CV, mais en tout cas des candidatures, plutôt LinkedIn, je pense, des candidatures. Est-ce qu'on se dit, allez, je donne ma chance à quelqu'un qui a bac plus 1, bac plus 2, qui a le bac, qui n'est pas forcément faire la grande école de commerce? De toute façon, on est un peu obligé parce que je ne sais plus qui en parlait lors de la première table ronde. On a un déficit d'attractivité auprès des grandes écoles de commerce ou grandes formations qui s'orientent plus vers de la stratégie ou des métiers qui ont une meilleure publicité pour le coup dans leur formation. Naturellement, on a été amené à diversifier et pour le meilleur parce que ça nous a permis d'avoir des profils qui étaient beaucoup plus curieux, beaucoup moins entravés dans des lectures linéaires de parcours, drivés uniquement par la rémunération. Après, le sujet, c'est comment est-ce qu'on les garde et comment est-ce qu'on les forme, on les fait grandir. Et pour moi, l'inclusivité, c'est aussi la capacité à casser les lignes hiérarchiques par moment. Et c'est vrai qu'on est dans des organisations qui nous amènent à de la verticalité aussi parce que on a des clients, on a des équipes clients avec différents niveaux qui sont, dont les honoraires sont construits selon les taux de chacun des niveaux. Et réussir à choisir, avoir des thématiques d'action où on est en prise avec des plus juniors sur des thématiques comme qui vont de la RSE jusqu'au comité des fêtes, parce que chez AS Media, on a une équipe qui est en charge du comité des fêtes comme une équipe qui est en charge de la traduction de notre feuille de route RSE dans le quotidien de la vie de l'agence. Ça nous permet d'avoir des sujets qui sortent des sujets clients, de leur dédier du temps aussi pour qu'ils aient le sentiment d'être partie prenante dans la manière dont l'agence grandit et reste en prise avec les attentes des collaborateurs comme les attentes plus largement de la société. Donc ça, pour moi, cette logique d'inclusion qui passe par le sentiment et la réalité que les collaborateurs peuvent avoir un impact dans la manière dont l'agence grandit, elle est clé pour les fidéliser. Sortir du moule. Il me reste 2 minutes 10. On va essayer de respecter le timing. Agnès, je vais revenir vers toi pour peut-être en guise de conclusion par rapport à tous ces échanges qui ont été passionnés. On voit qu'il y a une volonté de transformer la société, peut-être ouvrir à d'autres profils. Et toi, en tant qu'école de formation, c'est cette responsabilité aussi que vous avez, c'est-à-dire de dire j'ai pas fait bac plus 5, bac plus 12, mais je peux travailler en agence média et je peux progresser. Peut-être qu'un jour, je peux diriger une agence média. Oui, je pense que j'adhère évidemment à 100% et je partage cet esprit de conquête que je reconnais et qui me fait plaisir. Moi, ma conviction, c'est qu'en fait, l'esprit de conquête, il doit être, c'est les collaborateurs en fait. Donc, quel est le temps qu'on passe à se demander qu'est-ce qu'on fait vraiment pour les connaître? Et du point de vue du manager, je pense qu'il y a des défis quand même qui sont importants et pour lesquels on peut s'armer. Le premier, c'est de créer un environnement de sécurité psychologique dans lequel on a le droit d'être en désaccord et d'être quand même respecté pour ses idées. Et ensuite, évidemment, le manager, le leader, son rôle, c'est de décider, d'arbitrer, mais il faut aussi prendre le temps de connaître chacun. Et ça, c'est le management de proximité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire revaloriser le middle management aussi. Oui, mais en fait, c'est chaque collaborateur, c'est-à-dire le dirigeant avec son COMEX, le manager avec son équipe, etc. Et en fait, il faut que cette exemplarité, elle redescende et elle soit évidemment logique sur l'ensemble de
de l'entreprise, faire face aux conversations difficiles, avoir le courage des conversations difficiles. Et ça aussi, ça s'apprend et c'est complexe. Et en fait, dans les dysfonctionnements d'équipe, la peur du conflit, c'est quand même un énorme dysfonctionnement d'équipe. Qui a été augmenté avec le télétravail, où on sait que le conflit à gérer via un Teams, c'est extrêmement compliqué. Exactement. Et savoir gérer des conversations cruciales, en fait, c'est indispensable quand on est manager. Ça veut dire être capable de passer de la volonté de convaincre à la volonté de comprendre. Donc vraiment l'intention qui est derrière. Et puis créer un environnement collectif dans lequel on se sent plus intelligent par le groupe et en même temps pleinement soi. Et ça aussi, c'est indispensable parce que le manager, c'est dur d'être un manager. C'est dur d'être un manager, un middle manager, c'est dur. Les injonctions, c'est de tous les côtés. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours progresser et que ça s'apprend. Voilà. On est arrivé au bout. Merci à tous.